Voilà, on est de retour. Petit instant. Voilà, voilà. Ok. Autant pour moi. Donc voilà, Raph est de retour. Est-ce qu'on entend bien Raph déjà? Est-ce qu'on m'entend bien comme ça pour commencer? Alors, j'en profite pour dire bonjour à Nicolas, Emeric, Kobi, Lamshri, Ludivine, Mathéus, VNK et Virgo Pros et Vangliang 0414. Soyez les bienvenus dans ce live. Hop, un peu rock'n'roll pour l'instant. C'est ça, non mais moi pas d'image, oui, c'est pas de souci. Alors, le lien a expiré, tu dois renvoyer un lien à ton copain Pascal. Ah voilà. Alors, on va faire ça. Quel bordel intégral. Voilà. Et donc, voilà, après, voilà, c'est le dur apprentissage du live. J'ai fait hier j'ai fait un très chouette live avec Edouard Sénave, où on a parlé d'e-commerce. Je me suis rendu compte après 1 minute 50 qu'il n'y avait pas de son. Salut, Explore Graffeur. Et donc, voilà. Et voilà, ok. Bon, ben, alors, on attend Pascal qui va revenir et qu'on entendra, j'espère. Et sinon, on va devoir faire sans lui. Salut, Explore Graffeur. Et donc, voilà, on va essayer de parler entreprise et résilience ce soir. Et donc, la première, ça devait être la change du débutant. Alors, ah voilà. Un petit instant sur Gmail. et donc, quand on fait du live, on a aussi besoin de résilience. Voilà, exactement. Et ici, ça manque un peu de résilience. Hop, voilà, exactement. Hop. Enfin, ceci dit, on est quand même encore toujours en train de broadcaster, mais sans l'inviter, ce qui fait mauvais genre. Et on ne peut pas lui envoyer les questions par mail? Si, il peut répondre dans le chat, mais c'est moins drôle. Alors. Alors. Et voilà. Est-ce que cela va marcher? Oui, il y a Nicolas qui se moque encore plus de toi, qui demande ou par fax. Attention, roulement de tambour. Et il a mis en plus, il a mis la petite tête qui fait des pouces qui me ressemblent, comme il dit. Alors, mais. Ah. Voilà. C'est déjà ça. Alors. Et voilà Pascal. Pascal, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez Pascal? Pascal, parle un peu. Est-ce que vous m'entendez? Déjà, on t'entend mieux tout à l'heure, nous. Oui. Voilà. Yes. Ah, voilà. Et donc, et quand on ne sait pas comment ça marche en technologie, qu'est-ce qu'on fait? On redémarre. On reboot. Voilà. Eh bien, on y est arrivé finalement. Alors donc, avec on en était à la définition de la résilience. Est chaud. Voilà. Et donc, on reprend là où on en était. Donc, Pascal, n'hésite pas à te présenter. Et après, pour qu'on soit bien sûr, qu'est-ce que la résilience? Comme ça, on est tous d'accord qu'on parle bien du même concept. Mais donc, la résilience, il y a des définitions très différentes suivant les sujets. Donc, on peut trouver de la résilience en biologie, en psychologie, en technologie, en économie et même en gouvernance d'entreprise. Mais ce qui ressort de manière assez commune, c'est qu'on part toujours d'un état de départ, qu'il y a une crise, donc un truc assez majeur qui se passe. Et puis, c'est la capacité de l'écosystème, de la personne ou de la technologie à pouvoir retrouver son statut d'origine. Et à ce moment-là, on parlera plutôt de robustesse. Donc, on fait le gros dos, ou bien c'est une boîte qui financièrement tient le coup et peut passer le problème. Ou alors, on va parler d'une résilience un peu plus évoluée dès qu'on arrive à un état d'équilibre qui sera différent, ou un état d'équilibre différent, mais qui va tenir compte d'un certain apprentissage par rapport à cette crise.
Et c'est celle-là qui est la plus intéressante justement par rapport à l'entreprise, qui est pas simplement je fais le gros taux, j'attends que ça passe, je fais des emprunts ou je mets des backups dans tous les sens, mais c'est vraiment comment je vais tenir compte de cette crise qui la plupart du temps n'était pas prévue ou n'avait jamais été investiguée. Et c'est tout le travail justement de la résilience qui est de prévoir tous ces genres de scénarios et de permettre à l'organisation d'apprendre et de s'améliorer et de pouvoir tenir compte d'autres événements qui pourraient arriver par l'avenir. Donc les éléments clés, c'est un état de départ, une crise, revenir à l'état de départ ou à un autre état d'équilibre ou idéalement un nouveau état d'équilibre en ayant appris quelque chose. Ok. Merci. Et donc, Qui est Pascal? Matt, tu disais, je t'ai pas entendu. Je demandais qui j'étais. Ah voilà. Ah bah oui, effectivement, pour ceux qui ont raté le début, Pascal, vas-y, présente-toi peut-être en quelques mots. Donc, papa de 5 enfants, 4 enfants, pas 5. 4 pour l'instant, le 5e peut-être, mais je ne suis pas au courant. Donc, voilà, je suis ingénieur au départ. J'ai bossé environ 25 ans dans une dizaine de boîtes différentes. Donc, entre autres, j'ai travaillé pour Orange, j'étais directeur stratégie et nouveau business de Belgacom à l'époque. J'ai travaillé dans des startups, dans du micro-usinage laser, dans la microélectronique, dans le consumer goods. Et actuellement, en fait, je suis fondateur d'une association qui s'évertue à essayer de recréer un lien entre l'agriculture et les gens, et principalement à essayer de trouver des financements pour accélérer la transition agroécologique de nos sols, parce que les sols agricoles sont en très mauvais état en Belgique, et on fait ça en valorisant en fait la séquestration de carbone des nouvelles pratiques agricoles auprès des entreprises. Donc, au lieu d'aller planter des arbres au Pérou pour séquestrer du carbone, il y a moyen de le séquestrer dans les champs près de chez nous. Et donc, cette association, donc on est 8 personnes dedans, on s'occupe justement à démarcher ces entreprises et essayer de valoriser cette transition agroécologique. Et sur le côté maintenant, je suis consultant, tout ce qu'on peut appeler développement durable, résilience et tout un peu les nouveaux modèles d'affaires durables en général. Super. Et donc, justement, quand on parle souvent de résilience, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler des résiliences ou en tout cas des multiples facettes de la résilience? Parce qu'effectivement, il y a toujours une notion holistique ou une notion d'écosystème, mais enfin voilà, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que ça doit s'aborder de façon différente? En fait, l'approche holistique ou écosystémique est l'approche clé. Ce qui est important, c'est bien de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, les envisager et d'avoir une approche très consciente. Donc, le but, c'est pas de se cacher les yeux, c'est d'avoir une vue vraiment consciente de tout ce qui pourrait arriver. Et ça peut toucher énormément de points dans l'entreprise. On peut avoir vraiment l'approche sociale, humaine par rapport aux employés. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont évoluer? Si on regarde un modèle d'affaires un peu générique, comment est-ce que les clients vont évoluer? Et on est toujours relié à un élément de crise. Donc, il va se passer quelque chose qui va faire qu'il y a une prise de conscience des éléments qui vont évoluer. On peut travailler sur la partie énergie et c'est un élément très important aujourd'hui. Donc, on sait qu'on a atteint le pic de pétrole conventionnel en 2005. Donc, on sait qu'on aura des problèmes d'énergie dans l'avenir. Comment devenir résilient en énergie? On peut avoir des zones du pays, et ça a déjà été prévu il y a 3-4 ans qu'on avait des problèmes avec le nucléaire, des zones de délestage. Donc, comment est-ce qu'une usine va pouvoir survivre avec peut-être en étant dans une zone de délestage? Un des exemples aussi là-dessus, c'est Fukushima. Donc, quand on a eu la catastrophe à Fukushima, tout le nucléaire japonais s'est arrêté. Donc, ça fait 20% d'énergie en moins disponible pour le pays. Et bien, à ce moment-là, l'État japonais a décidé d'arrêter tous les systèmes d'air conditionné dans les bâtiments. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont arrêté des usines qui avaient besoin d'énergie. Donc, comment est-ce que l'usine se relève après ça? Comment est-ce qu'elle tient compte de ces événements? C'est quelque chose à prendre en compte. Il y a toute la partie télécom aujourd'hui dans le digital. Donc, on n'a pas encore eu de gros crash aujourd'hui, mais on dépend de gros câbles sous-marins, on dépend aussi d'énormément d'énergie. Donc, comment est-ce qu'on peut garantir une certaine résilience par rapport au digital? Ça peut être simplement une entreprise au départ, mais ça peut être quelque chose de plus global. Ça peut être une résilience par rapport à des attaques, à du hacking, à des virus. Oui. J'ai une question, parce qu'effectivement, tu parles de résilience, et donc je suis à peu près certain
qu'en termes de résistance ou de plan de résilience sur l'équivalent de ce qu'on peut appeler une pandémie, tout le monde va se mettre demain, enfin dès qu'on sera sorti du lockdown. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour conscientiser les gens, conscientiser les gens pour des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. C'est tout le concept du future thinking, Voilà. de ce qu'on appelle les signes noirs, c'est-à-dire des événements absolument très peu probables, mais avec des forts impacts. Je m'explique, une pandémie mondiale, personne n'aurait parié, tiens, 2020, pandémie mondiale, à part Bilou, mais encore, il n'avait pas donné de date. Mais ça, c'est effectivement tous les Black Swan, et c'est là que c'est très intéressant de pouvoir les énumérer d'une certaine manière et en avoir une prise de conscience. Le but, c'est pas qu'une entreprise forcément investisse et fasse tous les efforts nécessaires pour on va dire le préparer. Mais si on regarde simplement le coronavirus dans cet exemple-ci, aujourd'hui, on est en train de courir dans tous les sens pour savoir qui a tel appareil, qui a tel équipement. Avoir simplement un inventaire en amont, ça aurait déjà fait accélérer pas mal de choses. Donc effectivement, ces événements, ces Black Swan ne sont pas, on va dire, à l'heure actuelle, prévisibles, mais si au moins on peut les lister et voir comment on peut réagir, c'est déjà un très bon point de départ. Mais ce Black Swan ici par rapport à une pandémie, il y en a une il y a 10 ans, il y en a une autre il y a 20 ans, donc on sait que ça nous pendait au nez d'une certaine manière, et une résilience de base était simplement d'avoir des stocks de masques ou pas mal de choses comme ça. C'est avoir des plans déjà prêts, ça ne coûte pas forcément énormément, mais ça permet de gagner beaucoup de temps dans certains cas de figure. Tout à fait. Et en fait, on peut se demander, enfin, les hôpitaux ici ont l'air d'avoir réagi pas mal assez vite. J'ai un ami qui est installateur de murs végétaux. Il en a installé un à l'hôpital de Namur. Il devait terminer les travaux. On lui a dit, écoute, ne viens plus les terminer, viens plutôt arracher tout ce que tu as déjà fait. Et en fait, en 2 dans 3 mouvements, ils avaient viré tout le truc végétal pour mettre des conteneurs, pour agrandir la surface exposable, pour ajouter des lits. Et donc, tu dis que probablement le corps médical, lui, devait peut-être pas avoir de matos, mais potentiellement une idée de comment faire, en tout cas un plan de crise, quoi. Et c'est ça qui est vraiment très important, c'est que si on a une approche consciente que certains éléments peuvent arriver, et là on est sur une pandémie, on peut avoir un crash énergétique, un crash digital, c'est pour ça que par exemple au niveau du cash en Suède, qui est un pays complètement digital, donc on avait 100% limite des paiements qui étaient digitalisés, ils viennent de remettre des distributeurs de cash, parce qu'ils savent le jour où il y a un gros problème, et si on reste plusieurs jours sans système de paiement électronique, les gens vont commencer à se ruer les uns sur les autres parce que le commerce s'arrête. Donc, c'est limite forcer les gens à quand même avoir du cash parce que c'est un élément de résilience là-dedans. Et souvent, c'est des actions qui ne coûtent pas très cher, mais rien que de se préparer, ça fait gagner des jours, ça fait réduire le stress énormément, et au moins, on a appréhendé la problématique. Après la crise de 2008, après la crise de 2008, les banques ont dit que jusqu'en 2008, en fait, les gens mettaient de plus en plus d'argent à la banque et utilisaient de plus en plus leurs cartes. Et en fait, après 2008, ils se sont rendus compte qu'il y a des groupes qui ont recommencé à reprendre du cash et à ressortir du cash parce qu'il y avait eu une crise. On a vu en Grèce que des gens pouvaient retirer que 50 ou 60 euros par jour, qu'il y a eu des trucs à gauche, à droite. Et donc, les gens ont réagi en reprenant du cash. Et ça continue. Depuis 10 ans, des gens refont des matelas. Mais alors, c'est bien ça mon point. Hein. Donc, moi, une des choses qui m'intéresse avant même de parler de comment on fait de la résilience et autres, c'est le fait que la résilience, tu la présentes, Pascal, et c'est bien logique, hein, c'est comme ça qu'on l'entend, comme quelque chose de gestion de crise. Et on se rend compte que les gens, souvent, c'est un peu comme les alarmes. La meilleure façon de vendre une alarme, c'est que le mec se soit fait cambrioler. Or, pour l'instant, on a eu plutôt du bol. On a eu des explosions ou des problèmes nucléaires relativement limités. On a eu un virus relativement gentil. Pour l'instant, on n'a pris que des clacounettes, quoi, des collapses bancaires sur un secteur qui ensuite ont fait des remous partout, mais sur un secteur. Ici, c'est plus une clacounette, c'est une balle dans l'épaule, on va dire. Mais peut-être que le prochain problème de nature inconnue, et c'est ça que comment
comment est-ce qu'on se prépare à l'imprévisible, hein? C'est un peu le titre de la conférence que je donnais à la base, mais c'est une vraie question. J'ai peut-être 2-3 exemples que je peux citer là-dessus. Et on arrive vraiment comme dans le monde d'entreprise, à une prise de conscience du management et en général du top management. Parce que si ça se passe pas là, ça se passera nulle part, que quelque chose peut arriver. Et là, il faut pouvoir justement expliquer que cet élément ne va pas arriver dans 50 ans avec aucune chance que ça arrive avant. C'est dit que ça va arriver dans les 10 prochaines années. Et là, ça devient un petit peu plus concret, mais on est encore dans un monde où le court terme est très, très important. Et donc, tout ce qui est préparation a beaucoup moins d'importance. Alors, je vais prendre un exemple qui est une problématique qui n'est pas très visible encore aujourd'hui. Donc, dans les grosses crises qui nous tombent dessus pour l'instant, il y a la crise climatique. Il y a une crise de biodiversité. Mais il y en a une troisième et qui est reliée justement à Farming for Climate, qui est une crise de la fertilité des sols. Donc aujourd'hui, en Belgique, on a des sols qui ont un taux de matière organique très, très faible. Ça veut dire qu'on a un vrai problème de fertilité de nos sols. Et on est de moins en moins résilient par rapport à une grosse période de sécheresse. L'année passée, en France, il y a des vignes qui ont carrément cramé sur pied. Et donc, les messages qu'on essaye d'amener par rapport à ces entreprises qui sont principalement à ce moment-là dans l'agroalimentaire, c'est de dire, est-ce que vous êtes sûr que dans les 5 prochaines années, vous aurez toujours quelqu'un qui va pouvoir vous amener votre production? Est-ce que vous pourrez toujours importer? Est-ce que vous pourrez toujours travailler comme un trader et faire venir de la matière première? Est-ce qu'il y a, s'il y a un gros souci, on va dire, un jour dans l'orge qui est produit en Ukraine, s'il y a un gros souci, est-ce que vous pensez que l'Ukraine va continuer à exporter? Est-ce que votre brasserie va continuer à fonctionner? Et là, ça commence tout doucement à réfléchir, mais ça prend beaucoup de temps. On est plutôt dans du secteur primaire, transformation. Donc, ça va grimper par là. On est bien d'accord. Les premiers touchés, c'est ceux qui font les ressources et principalement par le challenge climatique. Voilà, il y a cet élément-là. Il y a aussi des crises potentielles par rapport aux ressources minières et métalliques. Donc là, on est limité par pas mal de ressources. D'ici 20 ou 30 ans, on va avoir des vrais problèmes par rapport au cuir, par rapport au cobalt qui se trouve dans les batteries. Donc on a énormément de futurs problèmes de ressources. L'énergie, comme j'ai déjà cité. Tous ces éléments-là sont des crises qui vont arriver dans les 10 prochaines années et qui vont toucher un secteur dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Donc ça commence à devenir, je ne veux pas dire intéressant, mais primordial pour certaines entreprises de les envisager. Qu'est-ce que l'entreprise va faire si du jour au lendemain, elle n'a plus que la moitié de l'énergie à disposition? Qu'est-ce qu'elle va faire si du jour au lendemain, elle n'a plus que la moitié de ses matières de base à disposition? Parce que les prix ont augmenté ou juste parce qu'elles ne seront plus là. Et donc, il faut revoir ces processus, il faut revoir la manière de faire ces produits. Est-ce qu'on continue à faire la même chose? Et puis, on peut aussi avoir des éléments, des prises de conscience de monsieur tout le monde. Si on a une grosse crise, mais je crois que c'est un exemple que tu connais bien, Raphaël, sur Nike, je vais te laisser l'expliquer là-dessus, mais on peut avoir des grosses prises de conscience par rapport à certaines productions qui ont lieu dans certains pays, et si tout d'un coup, on décide de ne plus consommer d'un produit parce que finalement, il y a eu un événement très fâcheux qui s'est passé, une entreprise peut perdre quasiment la moitié, si pas tout son chiffre d'affaires. Donc, est-ce qu'elle a une certaine diversité dans ses activités qui lui permettront de se relever à ce moment-là? Dans ce cadre-là, on essaye vraiment de voir comment une organisation par elle-même, avec une certaine ambition, avec un certain mode d'ordre et une certaine raison d'être, pourra continuer à fonctionner dans ce cadre-là. Il y a une question dans le chat d'Emeric. Est-ce que les entreprises ne devront pas commencer à moins distribuer de bénéfices afin de répondre à cette résilience? Et donc, et alors après, je ne sais pas. Et puis alors, il demande, est-ce que les actionnaires accepteront? Moi, j'ai quand même des doutes. Ça va dépendre, à mon avis, d'une entreprise à l'autre, du niveau d'intelligence des actionnaires de ces entreprises. Mais quand j'entends ce qui se passe dans certaines boîtes qui cachent des masques pour pouvoir continuer à fonctionner ou qui virent des gens pour sauver les bénéfices, je suis pas sûr que… Voilà. Je vais te laisser répondre après, hein, Pascal, mais il y a un article qui disait le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment. Et je pense que, enfin voilà, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pascal? Mais c'est vraiment la différence entre le court terme et le long terme. Donc, on est arrivé dans un monde capitaliste. C'est pas négatif d'être capitaliste, mais c'est le court-termisme.
Donc, en voulant vraiment faire du court terme, c'est avoir son bénéfice maintenant et on perd complètement de vue l'investissement sur le long terme et justement l'investissement dans la durabilité et la résilience d'une entreprise. Et effectivement, la plupart des actionnaires aujourd'hui, principalement si on est aussi coté en bourse, ne vont pas voir ces éléments d'un bon œil. Et là, on se rapproche de tout ce qui est développement durable. Donc, on retrouve tout ce qui est environnement, externalité positive, externalité négative. On est coincé entre la résilience d'un côté et la productivité et l'efficacité de l'autre côté. Et donc, la durabilité d'une entreprise se trouve vraiment entre les deux. Et un peu plus du côté de la résilience que du côté de la productivité. Donc, effectivement, sur le court terme, la résilience aura toujours tort. Mais il faut vraiment commencer à regarder sur le moyen terme ou sur le long terme. Et c'est là que la différence va avoir lieu. Mais effectivement, si l'actionnariat derrière veut des bénéfices et veut une croissance permanente sans se permettre d'avoir une année moins bien réussir ou alors sans se permettre des investissements, cette boîte-là ne pourra pas changer. Donc, il va y avoir une prise de conscience au niveau de l'actionnariat et aussi une prise de conscience au niveau du management qui a envie de passer du temps et d'investir. Donc, c'est un vrai investissement en temps du management pour des scénarios qui, à certains moments, ils vont se dire ça a très peu de chances de se passer, mais on peut sortir 3, 4, 5 scénarios différents, ce qui peut avoir un impact sur l'entreprise. Je trouve assez rigolo, c'est loin d'être le cas, mais en fait, les boîtes les moins résilientes sont celles qui, en même temps, en partie, c'est une généralité ce que je dis, hein, mais accélèrent l'apparition du problème dans certains cas. Et c'est les premières qui seront victimes de ce qu'elles sont en train d'accélérer, en fait. Dans la mesure d'un choc relativement modéré, hein, pas quelque chose de genre une météorite qui nous tombe dessus, on l'est résilient ou pas, à moins d'être sur Mars ou en orbite, ce qui est aussi une forme de résilience dans certains cas. Mais c'est un petit peu comme ton live de la semaine passée où on se dit tiens, mais est-ce que le coronavirus va changer les mentalités si on se remet 10 ans en arrière avec la pandémie précédente, on s'est dit tiens, on va acheter des masques. On les a mis en stock, puis ils ont périmé, on les a achetés, et puis 2 ans après, la pandémie suivante était là. Donc on a oublié, parce que la deuxième crise n'est pas arrivée assez vite. Mais aujourd'hui, on a un faisceau de crises qui peuvent arriver et s'enchaîner. Donc on peut avoir un élément climatique, un élément de biodiversité, un élément de fertilité, un élément énergétique. On a une baisse actuellement, et ça j'ai lu aujourd'hui, une baisse de la demande en éthanol. Donc, comme on a besoin de moins de pétrole, on a aussi besoin de moins d'éthanol. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus de déchets de production d'éthanol qui sont en fait des résidus de blé. Donc, 50% de nos terres agricoles en Belgique sert à faire de l'éthanol. Donc, comme on n'a plus ces déchets, les éleveurs, donc il n'y en a plus de drèches, les éleveurs sont obligés d'aller acheter du soja. Et le prix du soja est en train d'exploser parce que comme il n'y a plus assez de production d'éthanol, il n'y a plus de production de drèches. Et du coup, ils veulent du soja et tout le monde veut du soja en même temps et les prix du soja sont en train d'exploser. Donc, pour l'éleveur, ça devient un vrai problème. Il est coincé avec 2 aliments possibles et c'est parce qu'il s'est mis dans un modèle, on va dire, tout à fait industriel. Par contre, celui qui se dit, tiens, mais moi, je vais sur des prairies, à ce moment-là, il dit, il n'a pas trop de problème et peut-être qu'il peut compléter avec 10 ou 20% d'un autre matériau. Mais si tu dépends que d'un seul produit qui est la drèche, le jour où l'usine d'éthanol ferme, à ce moment-là, tu n'as plus de possibilité d'alimenter tes animaux. Oui, et ça, c'est la notion de diversité qui est vraiment fondamentale en matière de résilience. Hein. Et on la retrouve de tous les côtés, ces diversités dans les approvisionnements, dans l'énergie, diversité, dans les débouchés. C'est vraiment l'élément de base de la résilience. On trouve ça dans tous les modèles. Faire plusieurs choses, avoir plusieurs cordes à son arc, même pour quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un qui est consultant dans la restauration, ben, il n'a plus de business du jour au lendemain. Parfois, c'est intéressant de rajouter une deuxième corde à son arc, qui est une tendance qu'on voit aujourd'hui avec le slashing. Ça permet d'avoir une certaine résilience aussi. Tout à fait. Alors, le slashing, tout le monde, à mon avis, ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est le fait de créer sa source de revenus par différentes sources. Bah, Matt, à mon avis, toi, tu es un pur slasher, toi. Moi, j'ai des métiers, moi. Je suis prof, je fais du social media, je fais du copywriting, je donne des formations, je fais des missions de consultance, et ça me va très bien parce que ça correspond bien aussi à mon tempérament. J'ai du mal à faire une seule chose 5 jours par semaine.
Par contre, Non, mais tout à tant que j'ai la parole, je vais la donner au chat. Il y a Kobe qui nous dit quid de forcer la résilience par des régulations, législations comme Basel pour les banques. En fait, on parle même aussi de résilience par rapport à la régulation, parce qu'on peut voir la régulation comme étant des crises aussi. Donc, on peut imposer des choses. Je vais peut-être revenir un peu sur un domaine qui me tient à cœur de nouveau, l'agriculture. Si du jour au lendemain, on dit aux agriculteurs, vous arrêtez le glyphosate et tous les autres produits phyto, c'est peut-être bien sur le papier, mais il y en a plein qui ne vont pas savoir comment faire. Et donc, se préparer aux nouvelles techniques, c'est très important pour eux. Pour les banques, effectivement, ça peut être des surcoûts, ça peut être aussi un moyen justement de résilience, de simplifier. On est dans des systèmes très très complexes aujourd'hui qui peuvent s'écrouler. Et on continue, c'est un peu des grosses usines à gaz et on continue à rajouter des éléments les uns sur les autres. Mais c'est vrai qu'à tout moment, au plus on complexifie aussi, et on peut avoir l'écroulement qui peut se passer à tout moment. Et donc la résilience, c'est cette résistance justement à un écroulement potentiel. Jusqu'avant le coronavirus, des gens comme Pablo Servigne et tout ça, donc les collapsionnistes étaient, on va dire, c'était plutôt négatif. Maintenant, on parle sans problème dans la presse d'effondrement quand on parle du système de santé. Donc, il commence doucement à avoir une ouverture là-dessus, mais la résilience a un vrai rôle à jouer là-dedans. Okay. J'avais une question, mais évidemment, avec mon empan de mémoire d'huître, je l'ai oublié. Et donc, tu parlais de résilience et de simplicité, et je suis d'accord avec toi qu'évidemment, au moins tu as de complexité, au plus c'est robuste. Hein, il suffit de voir les vieilles voitures mécaniques que tu pouvais réparer toi-même et à la limite mettre des pièces qui n'étaient plus les bonnes ou rouler sans les pièces. Aujourd'hui, une voiture électronique, tu ne sais pas la réparer toi-même et si tu n'as pas une pièce qui vient du bout du monde, qui a été assemblée par 18 autres pièces qui viennent elles-mêmes du bout du monde, ça ne sait pas fonctionner. Effectivement, le high-tech est peu résilient, mais en même temps, si on regarde aujourd'hui, j'ai posté sur une page qu'on a avec notamment Matt, une espèce de truc avec What a time to be alive is like plague but with Wi-Fi. Et effectivement, aujourd'hui, la résilience qu'on a par rapport à ce choc-là, le digital qui est très complexe, nous amène toute la résilience à cette situation. C'est grâce à ça qu'on n'a pas complètement craqué. Oui, et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un écosystème qui est très très complexe. Et donc le compliquer encore plus, et la différence entre complexe et complication, complexe c'est l'état du système en soi, la complication c'est comment on va dire l'humain le traite, et donc on peut rendre quelque chose de simple compliqué. Le but du jeu c'est de le garder quand même quelque chose complexe, de pas trop l'embrouiller et de le compliquer encore plus parce que c'est déjà très complexe. Ok. Et donc, on parlait, donc effectivement, il y a plusieurs sources. Hein. On voit bien, toi, tu travailles principalement dans l'agroalimentaire. La résilience du soin de santé, ben, c'est d'avoir assez de compétences, assez de lits, assez de matériel. Et il y a aussi évidemment toute la partie résilience des individus qu'on est en train d'expérimenter maintenant, qui sont la résilience des revenus et la résilience psychologique. Est-ce que là, tu as des choses à constater, ou est-ce que le début de la crise que tu vis toi-même dans la crise t'a permis de mettre en pratique la théorie ou de constater des choses nouvelles? Parce qu'il y a vraiment une préparation psychologique, quoi. Oui, donc on voit effectivement il y a deux approches. Donc on définit souvent l'humain comme étant un être compétitif, et là on va voir l'élément de ruer dans les supermarchés, se servir en premier. Mais quelque chose qui est souvent oublié et qui n'est pas utilisé dans toutes les théories économiques en général, c'est le fait que l'être humain est aussi foncièrement collaboratif. Et donc, on voit maintenant tous ces éléments de soutien, on voit toutes ces initiatives pour faire des masques, apporter des choses aux personnes âgées, des gens qui se proposent pour aller bosser dans les hôpitaux. Donc, il y a ces deux éléments qui sont très, très importants.
Donc, il peut y avoir une approche qui peut être une première quand la communication n'est pas claire. Quand les gens ne savent pas très bien où ils peuvent aller, quand ils ne savent pas s'ils peuvent faire confiance aux autres, à ce moment-là, on peut avoir une ruée ou vraiment un combat pour la survie. Mais dès que les gens commencent à comprendre qu'il y a un intérêt commun à bosser ensemble et qu'on va s'en sortir par le haut, à ce moment-là, on se rend compte que l'homme est assez collaboratif. Et je pense que cette crise aussi du coronavirus fait comprendre aux gens que finalement, on n'est pas une bande de dingues qui vont se ruer sur le dernier paquet de pâtes qui reste dans un magasin, même si ça s'est passé. Il y a beaucoup d'autres cas qui montrent l'inverse. Et je pense que le temps que l'on passe en confinement maintenant, avec tout ce qui se passe, avec les concerts, les gens qui discutent, les apéritifs virtuels et tout ça, que l'homme comprend qu'il est un être foncièrement collaboratif et social, qu'il a besoin de ça. Et au tout début, on a vu le mauvais côté, mais on commence de plus en plus à voir le très bon côté. Et j'ai envie de dire, le plus de temps qu'on va passer en confinement, au plus on verra des belles choses. Alors, je prends la main parce qu'il y a le chat qui nous donne aussi Ouais. une définition de la résilience. Donc, c'est après la sieste, salut après la sieste. La résilience telle que l'a divulgarisée tel que l'a vulgarisé le psychanalyste Boris Cyrulnik, est l'idée de puiser dans ses blessures pour en faire des forces et ainsi de les sublimer. Dans quelle mesure les entreprises sont prêtes aujourd'hui, j'ai perdu un bout, à reconnaître leurs blessures, c'est-à-dire que le business as usual, le raisonnement et modèle de pensée capitaliste est responsable des crises actuelles et qu'il s'agit désormais d'aller vers un fonctionnement des entreprises d'un fonctionnement des entreprises et sociétales résolument différent. Mais ça, c'est l'idéal et c'est pour ça qu'il y a, je pense, de plus en plus de monde ou de personnes qui ont fait leur transition personnelle et qui ont envie d'emmener ces entreprises dans cette direction-là. C'est un peu, moi, mon cas de figure, même si je n'ai pas l'impression d'avoir fait une vraie transition. Mais le but, c'est vraiment d'amener les entreprises à cette compréhension-là. Aujourd'hui, la plupart des entreprises n'en sont pas dans cet état d'esprit. Peut-être que le coronavirus va en aider quelques-unes, je ne pense pas que ça va en aider énormément, mais le but du jeu, c'est que ce changement va devoir avoir lieu, par la porte ou par la fenêtre. Le changement climatique est la crise de base qui va pousser les gens à aller et à comprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça que dans l'élément résilience, on peut voir juste l'approche robustesse qui est juste je fais le gros dos et je passe, mais aussi j'apprends et j'essaye d'évoluer. De l'expérience que j'ai, si le top management, si pas le CEO, n'a pas compris cela, c'est très difficile de faire bouger une entreprise. Donc, il y a vraiment une approche limite personnelle au départ d'un patron d'entreprise qui peut emmener son entreprise, et c'est rarement l'entreprise qui va le faire par le bas. Donc, en gros, faut cibler les CEO et uniquement les CEO. Hein. Oui, c'est éventuellement faire monter la pression de la base, mais c'est comme toutes les transformations, il faut que le boss soit à bord. Quoi. Oui, mais il y a des entreprises où le boss est à bord, comme Danone, qui est un des exemples aussi dans le développement durable. Mais là, c'est très compliqué, vu que la structure est gigantesque, de faire évoluer des mastodontes pareils. Et donc là, ça ne descend pas jusqu'en bas. Alors, après la sieste, nous demande, est-ce que tu penses que ce changement viendra des entreprises? Il viendra des gens. Des gens dans les entreprises, donc les CEO. Je pense qu'il va venir aussi de personnes qui vont s'investir de l'extérieur parce que c'est très compliqué pour une entreprise de changer de l'intérieur. Il faut vraiment avoir une approche de l'extérieur. Il faut qu'il y ait une confiance qui se crée aussi. Et alors, il y a des éléments comme le coronavirus et d'autres événements qui vont, à mon avis, sûrement arriver dans les 10 prochaines années qui vont jouer là-dedans. Au plus les événements seront différents et rapprochés, au plus la conscientisation sera réelle. Mais j'ai le triste sentiment de penser que si le confinement s'arrête dans 4 semaines, les soldes vont être gigantesques. Et on aura un paquet de monde dans les supermarchés et on est reparti comme en 40. Et j'ai entendu qu'il y avait un souhait de supprimer les soldes cette année. C'est pas mal. Pour que les commerçants puissent rattraper un peu d'argent. Bon, je ne sais pas très bien. En tout cas, j'ai vu ça passer. Alors, on continue encore dans le chat. Émeric qui dit donc finalement exactement la résilience, c'est d'abord l'être humain. Donc oui, on est tous bien d'accord là. Oui, et il faut commencer par nous-mêmes et puis essayer de changer les organisations. Les organisations, c'est quelque chose de très, très virtuel. Hein. Donc, le chef d'entreprise qui reste coincé dans ses modes de fonctionnement et coincé par un actionnariat ne va pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, il y a des petites initiatives. Il y a ce qu'on appelle... donc, il y a pas mal de fonds qui font ce qu'on appelle de l'impact investment. Donc, ils investissent
pour faire de l'impact, mais la plupart d'entre eux sont plus fonds qu'impact. Mais il commence à y avoir des agences de notation d'impact des entreprises. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont pu commencer à mesurer les entreprises du CAC 40 et ils se sont rendus compte que celles qui avaient des mesures d'impact réel, donc qui est vraiment par rapport à un potentiel d'externalité positive d'une entreprise, voir ce qu'elle fait réellement, il s'est avéré que leur étude, la boîte s'appelle Impact, c'est IMPAK, c'est une boîte canadienne, que les entreprises du CAC 40 qui avaient les meilleurs résultats au niveau de l'impact étaient celles qui avaient le mieux résisté en bourse. Après, voilà, c'est pas une démonstration non plus, mais les entreprises qui s'engagent vers du développement durable, c'est une manière d'avoir une certaine résilience aussi. Tout à fait. Pardon, je vois Matt qui était revenu à fond dans l'écran et qui a coupé son micro juste avant. Bravo, c'est clair. Je disais la question d'Emeric, ou en tout cas la remarque d'Emeric. Exactement, la résilience, c'est d'abord l'humain. Peut-être que les gens feront leur résilience pendant leur confinement. Comment retourner dans une boîte qui ne veut pas changer quand toi, tu as fait ta résilience? Alors, je suis certain qu'on peut dire avoir fait sa résilience, parce que la résilience, c'est plutôt un état, c'est est-ce que je suis en mesure d'absorber un choc et de m'adapter à cette nouvelle situation. Par contre, c'est sûr que les gens ont goûté à une nouvelle saveur et que donc, ça va certainement pas changer tout le monde. Je disais moi, enfin non, je ne disais pas, mais tantôt, je sortais de chez moi pour aller dans la rue. Il y avait un camion de mazout en face qui bloquait la rue. Et au moment où je sors, il y avait un énorme Dodge, mais avec un moteur V6 qui n'a même pas ralenti. Ah, il y a Matt qui va nous quitter, c'est ça? Voilà, oui, il faut que je transfère ma caméra pour mon live. C'est dans 6 minutes. Donc voilà, bonne continuation. Pascal, ça m'a fait plaisir de t'écouter. Voilà, n'hésite pas à venir après avec Raph. Allez, Nickel. À tout à l'heure les gens, ou à bientôt. Salut. Si, salut. Mais justement, j'ai pris le mauvais shot de caméra, zut. Un petit instant. Arrière, voilà. Nous revoilà. Ça, c'est toujours Mathéouche. Et nous voilà. Ok. Voilà. Donc, effectivement, je pense que c'est les humains, c'est le facteur humain qui va amener l'envie de changement pour que les structures soient résilientes, les communautés soient résilientes. Et en fait, c'est celle-là, j'y pensais pas, mais c'est le commentaire d'Emeric qui m'y fait penser. C'est là qu'on a un lien entre résilience et transition. Parce qu'effectivement, être résilient, c'est pouvoir vivre et survivre à une crise. Et si on peut sortir par le haut en apprenant derrière, en fait, effectivement, on peut avoir fait sa transition personnelle. Et je pense que pas mal de gens, au niveau des personnes, vont réaliser que peut-être ce monde tourne un petit peu à l'envers, avec effectivement la plupart des productions qu'on a à l'autre bout de la planète, que c'est très compliqué d'avoir certaines choses, qu'on est très très dépendant de beaucoup d'autres choses, qu'on a du just-in-time, qu'on a du lean, qu'on a plus de stock, on fait plus attention à tout ça pour des raisons de coût, et que finalement c'est peut-être intéressant d'avoir une autre approche de la vie. Peut-être que des gens vont se dire, tiens, mais finalement demain je vais faire un potager parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc quelle est la différence entre je stocke des pâtes ou finalement j'ai un potager avec de la nourriture que je peux aller récupérer? C'était plus sympa d'avoir un potager. Et les gens vont commencer peut-être à plus profiter de leur jardin parce qu'ils sont coincés à la maison. Effectivement, c'est peut-être des points qui vont faire que grâce à une approche résiliente de la personne, elle fait sa transition vers un état qui sera peut-être plus durable, et à ce moment-là, elle sera peut-être plus tout à fait en phase effectivement avec l'entreprise pour laquelle elle travaille. Et c'est là que c'est important de pouvoir être en phase avec, en tout cas, la raison d'être de l'entreprise pour laquelle on travaille. Mais à un moment donné, ça peut amener à un point de rupture où finalement, on ne partageant pas les valeurs, on décide de faire autre chose. Oui, tout à fait. Ben, ça va certainement augmenter le sentiment de bullshit jobs. Et clairement, il va y avoir une pression du bas qui va monter. Et probablement que si les entreprises et les institutions ne bougent pas, les gens vont bouger d'autant plus. Et en fait, ça fait dépendant d'un choc. Et comme tu dis, il y a les bullshit jobs, et en fait, tu te rends compte que les vrais jobs, c'est ceux qui continuent à bosser comme des fous maintenant. C'est les infirmiers, c'est les médecins, c'est les éboueurs, ce sont tous ces gens qui sont vraiment nécessaires à notre fonctionnement. Et certaines personnes ont peut-être justement réalisé que tous ces jobs sont vraiment clés et que d'autres jobs sont en fait pas si importants que ça, ou
ou pourrait être différent. Donc il va y avoir des appels, je pense, par rapport à des gens pour travailler même dans les supermarchés. En France, il y a un gros appel, ils cherchent 200 000 personnes pour aider les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus assez d'aide pour pouvoir justement travailler dans les champs, faire les récoltes et tout, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont malades ou qui sont confinés, donc ils ont très très peur et donc ils vont demander en France 200 000 volontaires pour aider l'agriculture. Et là, on arrive dans un élément de résilience, parce que si on n'aide pas les agriculteurs, la nourriture derrière, elle va pas arriver. Et donc là, c'est carrément vital pour le système, quoi. Mais en tout cas, je pense que la situation est de toute façon un bon promoteur de la résilience, parce qu'on vient d'avoir une démonstration pratique. Et on vient d'avoir un Black Swan, certes encore gentil, mais qui nous a quand même explosé à la figure. Et personne s'y attendait, avec une amplitude et une vitesse qui a sidéré tout le système. En fait, on voit bien que le système n'a absolument pas été capable de s'adapter à cette vitesse-là. Et on se rend compte qu'on aurait pu se préparer à très bon marché. Que ce soit avoir du stock, que savoir avoir une communication, de savoir combien on avait de lits, combien on avait de respirateurs, quelle entreprise avait un stock qui pourrait être réquisitionné, qui pourrait être utilisé en cas de... Donc c'était juste limite avoir 2 personnes qui gèrent ça, qui ont un petit stock en disant, ben voilà, maintenant on veut tous les masques qui sont en Belgique, une petite plateforme qui part, un email qui part dans toutes les boîtes qui ont des masques de stock parce qu'on sait que tel et tel et tel business ont des masques. Et dans les 48 heures, tous les masques sont récupérés. Ce listing-là n'existait même pas. Alors attends, parce qu'ici, Émeric nous pose une question. C'est quoi un Black Swan? Alors, effectivement, dans les lives, il faut quand même de temps en temps balancer les mêmes définitions parce que tout le monde n'est pas là tout le temps. Au début du stream qu'on avait expliqué, en fait, un Black Swan ou signe noir, c'est un événement qui a une faible occurrence d'arrivée, donc un pourcentage relativement faible, improbable, mais avec un impact conséquent. Une pandémie mondiale, c'est un Black Swan, c'est un signe noir. C'est-à-dire un truc qui soudainement, pouf, un accident nucléaire, c'est un signe noir. Un événement climatique intense, c'est un signe noir, même si on pourrait se dire, mais le changement climatique, ça fait 30 ans qu'on en parle, mais dans ces cas-là, on appelle ça un tipping point. Ça veut dire que dans la famille des signes noirs, il y a différents attributs ou différents paramètres qui permettent de définir qu'est-ce que c'est. Et donc, si tout d'un coup, on se prend une tornade de force 6 en Belgique, ce serait considéré comme un signe noir. Voilà. Il y en a certains qui pendent en attendant. Il y a le Big One en Californie que tout le monde attend chaque année, qui va arriver. Voilà. Ça, c'est un des plus gros et on peut imaginer que l'impact de celui-là sur le digital mondial peut être significatif, connaissant toutes les boîtes qui se trouvent là-bas. Exactement. Et bon, là, j'ai de grands espoirs que ce soit relativement résilient parce qu'ils ont des data centers dans le monde entier et autres. Par contre, on pourrait avoir en termes d'innovation, de release de nouveaux produits, de gestion de trucs qui s'arrêteraient dans quasi une proportion significative, en tout cas, de toutes les grosses compagnies tech qui nous font vivre aujourd'hui notre vie digitale, quoi. C'est comme quand on a eu l'époque avec le SRAS, on a eu énormément de problèmes pour avoir simplement des mémoires. Donc, il a arrêté toute l'industrie de l'électronique au niveau mondial parce que tout est produit dans le même coin du monde. Et pour peu que ce coin-là ait un souci un jour, on est vraiment coincé. Comme de nouveau les masques maintenant, qui étaient principalement produits en Chine, il y a des spécialités à gauche et à droite. Et du jour au lendemain, il y a un composant qui pourrait être très utile dans énormément de business qui peut manquer tout d'un coup ou disparaître pendant 1 an. Oui, mais ça a été c'est le tsunami, c'était 2009 ou 2011 maintenant, je ne sais plus. C'est dans ces eaux-là, mais je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'est un peu avant. Oui. Quelqu'un connaît dans le chat. Ouais. Il y a 2 des 3 chaînes qui fabriquaient, alors peut-être qu'il y en a plus maintenant, mais à l'époque, il y avait 3 chaînes industrielles qui fabriquaient les disques durs. Et il y en a 2 qui avaient été mises à l'arrêt suite aux conséquences du tsunami. Et donc, la disponibilité et les prix des disques durs s'étaient envolés et ça a duré 2 ans. Le temps qu'ils se remettent en œuvre, quoi. Et donc c'est là qu'on voit effectivement que le système est absolument pas résilient. Et ce qui est plutôt inquiétant, c'est que les banquiers refont après la crise de 2008 un système bancaire qui est globalement
identique. Oui, il y a eu de la régulation, il y a eu des choses, mais néanmoins, des pratiques toxiques continuent d'être pratiquées et faites. Et on voit bien que la bourse s'est envolée pendant des années avec une surévaluation que d'aucuns disaient qu'on était trop haut. C'était en 2004 le tsunami? Ouais, c'était plus ancien. Oui. Maintenant, il doit y avoir plus de. Voilà. À l'époque, c'était des barrettes de mémoire. C'est le futur du passé, je pense. Et Tchouvni, 16 ans. On dirait pas. Et donc, oui, effectivement, je me suis perdu en route, évidemment. Qu'est-ce que je disais, Pascal? On parlait des mémoires que de Oui, voilà. usines. Effectivement. Et je pense qu'en plus, le problème de l'Asie, c'est qu'une grande partie des problèmes et des chocs sont là. Parce qu'ils sont des zones sismiques, il y a une grosse concentration, donc évidemment les pandémies démarrent super facilement là-bas. Il y a une somme de facteurs qui sont, qui sont annonciateurs que statistiquement, il y a de toute façon, quand tu es 2 sur 3 comme habitants de la planète, tu as déjà à plat sans rien mettre, 2 chances sur 3 de choper les merdes à la place des autres, quoi. Et on est allé tellement loin dans la sous-traitance, les chaînes logistiques hyper longues et le just-in-time, rien que pour réduire les coûts, réduire les stocks et avoir des bâtiments les plus petits possibles et repousser en fait cette prise de risque de stock auprès des fournisseurs qui se trouvent tous à l'autre bout de la planète. Donc la chance qu'on ait un problème dans la chaîne logistique à gauche ou à droite devient de plus en plus importante. Et un petit élément peut faire dérailler l'ensemble du système. Et c'est là que travailler sur la résilience des entreprises ou simplement avoir plusieurs fournisseurs, essayer comme d'avoir une partie en Europe, essayer de pas trop être dépendant ou d'avoir plusieurs types de produits. C'est ça qui peut amener une entreprise à devenir justement résiliente par rapport à ça. Mais ça demande, limite au début, plus un investissement en temps et en réflexion. Donc on est principalement sur de l'usage du cerveau et de la connaissance, miser sur la connaissance des gens. Un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'approche généraliste par rapport à l'approche spécialiste. Donc l'organisation en général est énormément basée sur des spécialistes. On ne valorise plus tellement la partie généraliste, alors qu'avoir une approche écosystémique et avoir des compétences dans plusieurs domaines est un élément clé. On peut voir ça aussi en médecine. Un médecin spécialiste est beaucoup plus valorisé qu'un généraliste, alors qu'a priori, un généraliste doit connaître beaucoup plus de choses qu'un spécialiste. Et donc le généraliste aujourd'hui est en première ligne pour définir est-ce que tu as le coronavirus, est-ce que tu l'as pas, est-ce que je t'envoie à l'hôpital. C'est la personne clé dans le point de départ. Et aujourd'hui, ces gens sont pas autant valorisés qu'un spécialiste. Et ça se retrouve un petit peu partout. On a des organisations de plus en plus grandes qui se spécialisent de plus en plus. Ça rend souvent justement les boulots beaucoup moins intéressants. On refait beaucoup la même chose. Donc parfois, on a des boulots qui sont beaucoup moins intéressants parce que ils se spécialisent. Donc le span of control ou le scope se réduit de plus en plus. Alors qu'une entreprise serait beaucoup plus résiliente en ayant des gens multicompétences qui peuvent justement passer d'un job à l'autre ou avoir des jobs beaucoup plus larges. À l'époque, je me souviens encore de Volvo qui avait dans son unité de production à Gand, qui avait des équipes qui montaient une voiture en équipe et c'était plus une ligne de production où chacun faisait la même tâche. Donc intellectuellement, c'est beaucoup mieux pour le personnel en soi, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus résilient aussi. Donc il y a moins de machines, moins de risques de panne, mais aussi ils peuvent produire plus facilement des systèmes en cas de problème. Parce que c'est marrant, tu as tout à fait raison, hein, mais si tu regardes par exemple les nouveaux métiers, je parle vraiment de tous les métiers qui sont dans les premières lignes de l'innovation, que ce soit dans le digital ou dans plein d'autres modèles, la biotechnologie, enfin voilà, les spécialistes, et Dieu sait s'il y en a, sont des gens dont la vie est absolument pas du tout monotone en fait. C'est vrai que c'est très spécifique, hein. C'est parce c'est des métiers qui sont dans le changement et autres. Mais aujourd'hui, être spécialiste dans le domaine de l'innovation ou du digital, c'est rarement monotone en fait. Parce que c'est encore assez généraliste en fait. Le domaine est encore assez vaste. Mais dans le temps, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 10 ans, le digital, si on suit la même courbe, va se spécialiser énormément. Les gens auront chacun leur sous-système ou l'élément qui va devoir être important pour cette personne-là. Je pense que l'innovation reste encore assez généraliste aujourd'hui et le digital est encore assez généraliste. Mais d'autres domaines, si on regarde l'entreprise, même en finance, il y a le boulot de contrôleur financier, il y a le comptable, il y a le gars qui va faire le cash flow, qui va faire la trésorerie. Donc, ce sont tous des gens déjà différents et ils ne passent pas de l'un à l'autre. Et donc, cette vue d'ensemble disparaît. Et là, j'ai vu passer un message sur comment une entreprise comme Danone se prépare-t-elle à la crise, par exemple. Donc, Danone a eu une prise de conscience par rapport effectivement à la fertilité des sols.
Et donc, ils essayent, entre guillemets, aujourd'hui, de pousser et d'acheter du lait produit en agroécologie. Ça veut dire du lait produit sur des terres qui sont régénérées, entre guillemets, qui ont vraiment une durabilité. Mais le problème de Danone, c'est qu'entre guillemets, ils prennent du lait, donc ils font des tours avec des camions et avec des laiteries, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc ça n'a pas de sens d'essayer de récupérer ce lait, c'est une trop petite proportion par rapport à la masse du lait. Et donc ils essayent de trouver des moyens à gauche et à droite en finançant des ASBL comme pour une agriculture du vivant en France, en faisant des séminaires. Ils essayent de pousser les agriculteurs à changer leurs techniques agricoles pour justement devenir résilients et toujours avoir du lait dans l'avenir. Mais c'est les premiers à faire ça. Il y a Système U en France aussi qui réfléchit à ça. Mais on n'en est qu'au début. Mais ils ont compris que l'agriculture comme elle va aujourd'hui va dans le mur et qu'il faut absolument essayer de faire un tournant à 90 degrés. Et ils font ce qu'ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent faire plus aussi. Faire plus, c'est carrément investir énormément de cash là-dedans parce qu'effectivement, ça dépend de leur futur. Mais aujourd'hui, on va dire, ils ont compris et ils ont des initiatives là-dessus. Et Danone, c'est la seule entreprise aujourd'hui qui publie le prix qu'elle paye pour la séquestration de carbone dans les sols. Et elle paye 35 € la tonne, alors que le marché est plutôt à 25 €. Donc, ils financent vraiment des projets qui ont de l'avenir, mais effectivement, ils pourraient faire plus, mais je pense que ce sont actuellement ceux qui font le plus. Et tu parlais du fait que c'était absolument essentiel d'avoir le CIO à bord pour commencer un processus de transformation durable ou en tout cas de la résilience. Mais lui-même, en fait, il est engagé par les actionnaires très souvent. Donc, je dis pas dans une boîte familiale ou dans des boîtes qui appartiennent encore à ses fondateurs, parce qu'il y a un lien émotionnel et il y a potentiellement pas que l'argent, mais un CEO d'une grosse structure qui en fait est simplement embauché par ses actionnaires. C'est un peu la biatch des actionnaires. Comment pouvoir arriver à l'aider à vendre le concept de valeur plutôt que d'argent, le concept de slow capital, c'est-à-dire que c'est mieux de gagner un peu moins tous les ans, mais d'être sûr que quoi qu'il arrive, ça continue à rentrer. Comment faire en sorte, parce qu'on voit bien que même si on est absolument émerveillé par toute cette solidarité et le fait que les gens changent et autres, effectivement, il n'y a pas une entreprise, enfin si c'est pas vrai, il y a des entreprises qui ont proposé leurs aides, mais il y avait moins possibilité peut-être de faire un coup de com' Notre-Dame, hein, c'est le fameux mime qui passait sur Internet avec où sont les sociétés pour proposer leurs aides, et des boîtes aussi classes que la LCL, carrément, eux, planquent des tonnes de masques juste pour pouvoir faire tourner leur boîte plutôt que de faire tourner les hôpitaux. Enfin voilà, donc on voit quand même encore que c'est pas gagné. Et pourtant, alors comment aider un CIO à vendre ça? Voilà. Mais c'est très compliqué, il faut attaquer par les actionnaires. J'ai pas d'exemple concret à présenter là-dessus. Soit on essaye de lui donner les moyens, et là ça vient de l'extérieur, c'est ça que c'est un peu la consultance, lui donner les moyens d'essayer de faire comprendre que des crises vont s'enchaîner et qu'il y a plutôt intérêt maintenant à voir long terme que court terme. Et des exemples de boîtes, si par exemple aujourd'hui on voit les entreprises de l'aérien qui sont en difficulté, il y a deux options qui vont se faire. Soit le public, un peu comme on a fait avec les banques, vont sauver, donc vont utiliser, on va dire, l'argent public pour remettre sur pied ces entreprises. Mais après, est-ce que ces entreprises sont durables ou est-ce qu'elles doivent pas un peu repenser leur modèle? Et donc, en voyant des exemples d'entreprises qui vont vraiment se cracher complètement, d'autres vont se dire, tiens, mais maintenant, il est peut-être important de voir mon investissement sur le plus long terme. Donc, effectivement, les entreprises familiales ont plus cette idée de long terme. Limite, si j'ai une année en perte, c'est pas trop grave parce que l'année d'après, je vais compenser et tout. Et ce qui est important, c'est aussi la vision qu'ont les employés du management, la vision qu'ont les employés des propriétaires. Mais si le CEO est coincé avec un actionnariat qui ne correspond pas, et si lui-même fait sa transition et qu'il n'arrive pas à les convaincre, lui-même va avoir un problème de valeur et de raison d'être personnelle. Donc, est-ce qu'il reste dans cette entreprise? Ça va être une première question à se poser. S'il reste, il y a des questions à se poser sur le CEO de cette entreprise-là. Est-ce qu'il veut être vu dans les 10 prochaines années comme étant le CEO qui a fait telle et telle action, n'ayant pas vu tout ce qui se passait? Ou alors, on arrive à lui donner suffisamment d'armes et d'arguments pour convaincre un comité de direction, un actionnariat.
Après, c'est quelque chose qui est pas évident. Il n'y a pas de solution, je pense, aujourd'hui. Ça repasse de nouveau par l'humain et par les gens. Et puis, les actionnaires sont aussi, dans certains cas, des personnes. C'est pas forcément à chaque fois BlackRock. Même si le patron de BlackRock a envoyé une lettre à toutes les entreprises dont il est ex-actionnaire pour dire commencez à regarder le développement durable. Donc, le développement durable, il y a quand même un lien avec une certaine résilience. Après, est-ce que les entreprises prennent ça pour de l'argent comptant et vont commencer à investir? C'est autre chose. Et c'est pour ça que je reviens un peu sur le point de départ, c'est une conscientisation et commencer à faire des plans, c'est déjà une bonne base. D'accord, mais c'est marrant parce que tu cites l'exemple de BlackRock, et c'est vrai que BlackRock, c'est un truc qui est assez interpellant, c'est quand ils ont annoncé qu'ils allaient se tourner à fond vers le durable, alors que c'est un symbole pur et dur du néolibéralisme et du capitalisme crapuleux. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui les a motivés dans le choix d'aller vers le durable? Parce que visiblement, c'était pas pour faire un monde meilleur, parce que ça, visiblement, c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, ça saute pas aux yeux que c'est dans leur valeur fondamentale, quoi. Ben, c'est une tendance, à mon avis, ils suivent la tendance. Après, ils investissent dans des chouettes boîtes et ils investissent dans des boîtes qui sont monstrueuses. Donc, ils ont un tel volume d'investissement qu'ils investissent dans tout. Donc, ils sont même parfois actionnaires de tous les acteurs d'un certain marché. Je crois qu'ils sont investisseurs de Adidas et d'un des gros concurrents d'Adidas aussi. Donc, effectivement, c'est très difficile de savoir si c'est un effet d'annonce. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, hein. Il y a beaucoup de greenwashing. Après cette lettre qu'il envoie tous les ans, est-ce que du coup, les milliers d'entreprises dans lesquelles il a investi vont prendre cette direction-là? À mon avis, il regarde encore les chiffres en premier. Si après, on peut mettre une petite couche de durabilité et de résilience, tant mieux. Mais effectivement, pour l'instant, c'est quand même encore toujours money first. Et je dis pas que c'est pas important, hein, c'est super, c'est vraiment capital, mais enfin, c'est le mot. Mais comment dirais-je? Maintenant, j'ai la citation "l'argent c'est capital" qui me passe en tête, donc je vais devoir me reconcentrer sur mon truc. Mais effectivement, voilà, je vais en discuter avec des gars qui veulent faire du change for good, hein, donc changer leur entreprise pour être durable, mais aussi éliminer les externalités négatives et mieux que ça encore, créer des externalités positives. Mais comment dirais-je? Ils te disent, c'est encore toujours les actionnaires, ils veulent 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et autant de marge. Et si je viens avec un plan qui ne fait pas ça, ben, ils me virent, quoi. Oui, c'est effectivement encore beaucoup ça. Il faut commencer à prendre des exemples, les premières boîtes. J'ai une question. Oui. Donc oui, le tsunami, effectivement, Magnès 75 confirme, c'est bien en 2000. Et c'est Fukushima en 2011. Voilà. Merci Magnès, qui doit être Agnès à mon avis. Alors, Luc dit, Raph, tu parlais des entreprises qui offrent actuellement des services gratuits pour faire face à la crise du corona. Tu as des exemples? Alors, c'est pas moi, c'est Matt. Et à la fin du live, j'ai programmé un raid. Alors, sur Twitch, les raids, c'est quand vous suivez un stream, le stream s'arrête, vous êtes automatiquement rebalancé sur un channel. Moi, j'ai décidé de vous rebalancer sur le channel de Matt. Et le thème qu'il fait aujourd'hui, donc lui, il a un live tous les jours à 22h. Qui a déjà commencé, du coup, restez, qui parle justement de tous les phénomènes des médias sociaux. Le thème d'aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, donc justement les boîtes qui donnent des services web qui donnent des services gratuits. Alors il y a YouPorn ou Pornhub, à mon avis c'est Pornhub parce que c'est les champions du marketing. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, hein, mais ils ont annoncé ça en Italie, en France. Il y a la NBA qui offre 30 jours gratuits et y compris son jeu. Donc, tu peux suivre les matchs gratos et tu peux jouer au jeu online gratos. Ils l'ont mis dans le Game Pass de Microsoft. Ah ben voilà, il y a TechSmith aussi. Je ne sais plus très bien c'est quoi. Est-ce que l'État de forcer la résilience? Alors, l'État peut certainement aider, mais moi, je crois très fort dans un cercle vertueux et qui peut être aussi machiavélique, hein, mais globalement, les entreprises influencent les États plus facilement que les citoyens influencent les États. Donc, les entreprises influencent les États. Les États cadrent les gens et les gens influencent les entreprises. Uniquement un truc, c'est la pression, l'acte de consommation. Et donc, je pense que la première chose, si on veut mettre la pression sur les boîtes, c'est vraiment le seul pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir d'achat.
Mais C'est vraiment il y a deux points, à mon avis, où l'État peut jouer quelque chose. Il y a les soins de santé. Donc, investir au bon endroit, effectivement, ça nous permettrait de réagir à la pandémie et avoir des plans et une organisation. Et il y a aussi l'état de notre environnement et de nos sols. Et là, un exemple, c'est la politique agricole commune qui finance l'hectare un peu n'importe comment et ne finance pas l'hectare de terres qui sont remises à niveau et régénérées. Et là, l'État peut faire quelque chose dans sa partie subsidiante, d'essayer de pousser des activités qui sont résilientes ou qui vont garantir une certaine résilience par rapport à l'avenir. Donc, dans certains domaines, oui, je pense la santé, je pense l'agriculture, je pense l'environnement. Il y a toute une partie aussi de régulation qui peut avoir lieu, euh, quitte à ce que ce soit au détriment de l'économie à court terme. Mais parfois, il vaut mieux avoir quelque chose de négatif à court terme, mais qui sur le long terme va avoir du sens. Mais bon, aujourd'hui, quand même, on voit que c'est excessivement compliqué pour les États de prendre des décisions impopulaires auprès du peuple, mais certainement encore plus dur de faire passer quelque chose qui est impopulaire auprès des entreprises. En 2008, les banques ont été sauvées, mais pas forcément nationalisées. Ici, peut-être que le choc est tellement fort qu'on va assister à une vague de nationalisation. Comme le pouvoir aurait été renforcé, on pourrait voir un mouvement de balancier dans l'autre sens, mais qui n'est pas forcément non plus excessivement annonciateur de bonnes nouvelles, parce que on est quand même, enfin, il suffit de voir ce qui se passe en Hongrie. Bon, d'accord, Viktor Orban n'est pas le politique standard qu'on a ici, mais il vient de se faire bloquer pour essayer de prendre les pleins pouvoirs et supprimer les élections. Et il repasse la loi la semaine prochaine et il y a de grandes chances qu'elle passe. Et donc, on voit qu'effectivement, dans le moment où il y a cette espèce de récupération du pouvoir qui est très important, il y a aussi d'autres risques qui sont là. C'est-à-dire la Chine est quelque part très résiliente par rapport à l'Europe pour gérer la crise, enfin, en tout cas dans ce qu'elle communique. C'est potentiellement aussi parce qu'elle n'est pas trop démocratique, quoi. Et ici, je vois le point d'Emeric sur la partie du secteur aérien. En fait, connaissant les objectifs du GIEC, réduction d'empreinte carbone au total et réduction des émissions, c'est clair que le transport aérien est un facteur d'émission. Et si maintenant on va utiliser de l'argent public pour les sauver, toutes ces compagnies, sans qu'elles se réorganisent pour faire moins, faire différemment et tout ça, ça ne va pas dans le bon sens. Donc clairement, l'État maintenant va commencer à s'amuser à sauver un peu les gens à gauche, à droite. Il faudrait qu'ils le fassent de manière judicieuse et s'ils le font avec certaines conditions qui n'ont pas toujours été mises justement à l'époque de la crise financière par rapport aux banques. Aujourd'hui, les banques sont encore des taux d'endettement encore plus importants qu'à l'époque. Donc on est limite, on est face à une autre crise financière potentielle, même s'il a déjà commencé un petit peu. Il faut faire attention de ce qu'on sauve et comment on le sauve et à quelles conditions. Bien sûr, non, mais voilà, je pense qu'effectivement, ça n'a pas fini d'être compliqué. Et une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'on voit que les entreprises vont devoir faire face à des imprévus. Donc, automatiquement, je pense qu'il va y avoir une sorte de sélection naturelle dans les 10 prochaines années sur les boîtes qui seront résilientes ou pas. Parce qu'avec la force des chocs dans différentes directions, il y a de grandes chances que ça soit compliqué pour les boîtes qui ne le sont pas, quoi. Alors, il y a Agnès ici qui dit « Je ne vois plus sortir du confinement dans un air de l'entre-deux-guerres, année folle malheureusement. Je suis trop pessimiste. » Non. Il y a le problème effectivement du confinement, c'est que d'un côté, je pense qu'il va nous révéler des choses, le plaisir d'être à la maison, le plaisir d'avoir des moments vrais, une temporalité différente. Je me rappelle François Bégodeau, qui est un intellectuel français qui parle notamment de plein de choses, de la légitimité de la violence dans certains cas ou pas d'autres, de la bourgeoisie, de la violence exercée par la bourgeoisie, même sans violence physique. Et notamment aussi, il parlait, pour sauver le climat, il disait la première urgence, c'est récupérer la temporalité qui nous a été volée par le capitalisme. Et je me suis arrêté, et en réfléchissant à ça, en fait, effectivement, ce qu'on est en train de vivre ici, c'est pour moi une expérience d'une autre temporalité. Donc, indépendamment du problème économique, indépendamment des soucis que ça pourrait générer ou de la psychologie du confinement, mais on est soumis à un autre rythme.
Et peut-être que tout le monde va plus avoir envie de revenir au rythme d'avant non plus, quoi. Voilà. Mais effectivement, pour répondre à ta question, Agnès, il va certainement y avoir une prise des pouvoirs par les États. Donc clairement, les partis un peu nauséabonds vont être encore plus désireux de le prendre à ce moment-là, parce que c'est mieux. Et effectivement, c'est ce que disait. Il y a un article génial de Yuval Noah Harari qui tourne depuis 2-3 jours, qui a été posté sur la page de Futurimmédia, et qui disait qu'on était à l'aube de 2 choix fondamentaux, en fait. Le premier, c'est l'empowerment de l'état de surveillance, et donc du totalitarisme de surveillance, ou bien l'empowerment des citoyens. Il donnait un exemple comme Singapour, qui n'est pas non plus une démocratie rutilante, mais voilà, où il disait que c'était plutôt les citoyens qui avaient permis de tacler le truc, parce que tout le monde s'était montré hyper responsable, était monté au front, avait fait preuve de solidarité, mais pour ça, il faut des citoyens éduqués, il faut des citoyens qui occupent l'espace. Et donc, d'un côté, dictature et surveillance, de l'autre côté, citoyenneté. Clairement, aujourd'hui, si on laisse faire et que les gens retournent à leur vie normale après, on risque d'avoir des États qui vont avoir du mal à rendre les pouvoirs qu'on leur aura donnés. Et le deuxième challenge dont il parle, c'est le repli sur soi ou l'ouverture vers le global. Je veux dire, clairement, tous les ânes vont certainement, Trump et compagnie, repousser pour y aller de leur petit truc. Il va certainement y avoir un boulevard pour les parties de crise, surtout s'il y a une crise économique. Et pourtant, les solutions sont globales. Dans des challenges globaux comme la crise écologique, comme les pandémies, on voit bien que l'open data, pour vaincre le coronavirus, c'est fondamental, quoi. L'échange de données de façon ouverte, c'est presque salutaire dans cette lutte. Salut Mika. Alors, j'ai une autre question ici de Emeric. Question agriculture, peut-être rien à voir. Est-ce qu'elle a un vrai avenir dans les villes, comme par exemple dans les fermes? Mais je vais peut-être donner un exemple. Si on prend Bruxelles, pour nourrir Bruxelles, il faudrait 200 000 hectares et Bruxelles compte 250 hectares. Donc, si on rajoute des toits et tout ça, en fait, l'agriculture en ville ne sera jamais à un niveau de production capable de nourrir une ville. Par contre, c'est très intéressant pour le lien social et l'éducation parce que les futurs agriculteurs viendront de la ville. Donc, avoir cette approche sociale et éducative est très intéressante. Par contre, en Belgique, on fait 10 km, on est dans un champ. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une agriculture en pleine terre. Et si c'est un camion qui va faire 10 km avec 20 tonnes de bouffe, ça ne pollue pas grand-chose. Donc, c'est mieux d'avoir de l'alimentation en pleine terre au lieu de commencer à renforcer des toits pour faire de la culture sur toit et tout ça. Par contre, toutes les surfaces en ville qu'on peut cultiver, autant le faire. Mais on est plus dans une approche éducative et une approche de proximité, une approche sociale. Et recréer du lien entre les gens. Toujours pour parler agro et food, pardon. Moi, j'ai une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas certainement autour de moi et dans les initiatives que je vois, quand on parle future food, on parle plutôt d'un retour à une base traditionnelle, hein, la permaculture, le local et autres. Et je pense que c'est effectivement, ça crée beaucoup plus de résilience, c'est mieux pour le choc climatique et autres. Mais qu'est-ce que tu penses des fermes comme par exemple à Amsterdam, où ils te font des trucs avec des laits, du vertical farming ou en hydroponie? Alors c'est évidemment, moi si tu me demandes où je veux ma carotte, je la prends dans la terre. Mais est-ce que c'est pas aussi une autre forme de résilience? Donc, je veux dire, ça dépend de l'endroit. L'un ou l'autre, ou est-ce qu'on doit développer les deux? Donc, il faut savoir que dans ces fermes-là, il n'y a pas de carottes. Parce que c'est un légume qui se fait un légume racine, donc ils ne savent faire que des légumes qui sont au-dessus du sol. Donc, ça va être des laitues, ça va être du mesclun, ça va être tous des trucs comme ça. Et donc, on est sur une culture qui peut être intéressante dans des milieux urbains très denses et très larges. Singapour, Hong Kong ou des trucs comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité nutritionnelle est quand même en dessous. Donc, on ne pourra jamais recréer un sol réel avec ses mycorhizes, avec tous ces éléments et tous ces systèmes microbiens qui alimentent la plante. Et puis, ça demande de l'énergie.
Aujourd'hui, en plein champ, l'énergie, elle coûte juste rien, c'est le soleil. Là-bas, il faut de l'énergie. Donc, à un moment donné, si on doit faire un choix entre mon énergie, elle me sert peut-être à faire tourner un ordinateur, quelque chose dans un hôpital, ou alors à faire de la nourriture, la question de la nourriture, ça va être, est-ce que j'ai pas un autre meilleur moyen de faire de la nourriture? Donc, ce sont des technologies aujourd'hui qui, je pense, ne sont pas très résilientes, mais ça peut dépendre d'un cas justement spécifique d'une grosse ville où il n'y a pas d'autre solution. Mais sinon, et en plus, c'est pas ça qui va faire les patates, c'est pas ça qui va faire le blé. Donc, il reste que 95% de l'alimentation doit venir d'ailleurs. Donc, parce qu'on va pas se nourrir justement de petites plantes vertes, qui est principalement ce qu'ils peuvent faire dans ce genre d'usine. Donc certainement qu'aujourd'hui, il y a un gagnant sans conteste, presque par chaos. Mais est-ce que, enfin voilà, est-ce que justement prendre la résilience à échelle globale, c'est pas aussi continuer à investir dans cette piste-là? Je me joue l'avocat. Mais c'est parce qu'en fait ici on n'a pas une vue holistique et donc effectivement on se dit je produis plus par surface, mais est-ce que j'ai vraiment un problème de surface aujourd'hui? Et c'est pas tout à fait le cas. Donc un pays peut. Ouais. Ça, hein. Pour moi, donc l'idée de la résilience extrême, ce serait par exemple de devoir aller vivre dans l'espace. Après, je ne sais pas si on serait super résilient, mais je veux dire, peut-être que dans les états de choc, la Terre qui deviendrait une hothouse, tu vois, ça devient résilient. Or, si on doit coloniser une planète inhabitable à la base, la planète la plus simple à coloniser, ça reste la Terre. Parce qu'on est déjà dessus, qu'on la connaît, qu'elle est cartographiée, qu'on sait où sont les ressources et compagnie. Donc, est-ce que des développements comme ça qui pourraient être utilisés notamment sur les bases lunaires dans la décennie prochaine, enfin dans cette décennie-ci, puisqu'on est en 2020, hein, donc dans cette décennie, il y a déjà 34 missions lunaires qui sont programmées, dont 4 privées. Ça veut dire qu'il va y avoir un monde de gueux sur la Lune. Et une des choses qu'ils veulent faire, c'est notamment établir des bases permanentes. Donc l'ESA, par exemple, qui est le European Space Agency, hein, donc l'Agence européenne spatiale, prévoit d'aller, je pense, entre 5 à 10 ans, établir une base là-bas. Alors, ils vont partir avec notamment des systèmes de vertical farming, d'hydroponie, des choses comme ça. Ils vont aller avec quelques ressources, mais une fois qu'ils se sont installés, l'idée, c'est d'être 100% autonome là-bas. Et donc, ils utilisent les glaces d'épaule pour faire du carburant, de l'oxygène et de l'eau. Et ils utilisent la régolithe pour faire du ciment et des matériaux. Donc, la régolithe, c'est le sable qu'on peut trouver sur les planètes sans atmosphère et qui permet de faire plein de trucs, apparemment. Et donc voilà, donc c'est dans cette idée-là. Enfin voilà, je me pose la question, est-ce que vraiment être résilient à l'extrême, c'est pas d'embrasser les deux extrêmes aussi, en fait? Je suis pas sûr parce que si on se prend l'idée de la Lune, c'est presque comme si on voulait qu'ils soient en autarcie, mais ils ne pourront pas être en autarcie parce que ne fût-ce que d'un point de vue énergétique, ils vont toujours dépendre du soleil, de panneaux photovoltaïques et tout ça. À moins qu'ils puissent fabriquer leurs panneaux sur la Lune, ils vont devoir en importer en permanence. Parce que la durée de vie va être sans doute de 15, 20 ou 30 ans. Donc il y aura toujours un lien avec la Terre. Et puis il y a l'approche énergétique globale qui, pour envoyer quelqu'un là-bas, je pense que c'est l'énergie de la vie de pas mal de monde pour arriver là-bas. Donc ça peut être quelque chose pour un certain nombre de personnes, peut-être dans un cas ultime où il faut sauver la race humaine et sur la Terre ça devient invivable. Mais tant que la Terre est vivable, il faut essayer justement de la conserver ou de la remettre dans un état supérieur par rapport à où elle est aujourd'hui. Ça fait du sens, évidemment. Alors, donc, est-ce que tu as des exemples inspirants d'entreprises résilientes, excusez-moi, d'entreprises résilientes, notamment qui t'ont particulièrement frappé, soit des gens pour qui tu as collaboré, soit des entreprises, des cases que tu as vues dans les médias? Pas énormément. Pas énormément, en tout cas complètement. Il y a des prises de conscience. Donc il y a toute une série de personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter, qui ont cette prise de conscience, qui se cachent pas des problèmes, même par rapport à leurs produits, qui sont prêts à remettre en question leurs produits. Mais ce ne sont pas des exemples qui sont légion.
Il y a des débuts. Peut-être il y a aussi pas mal de cas que je ne connais pas dans des petites entreprises. Par contre, il y a des exemples, mais sont moins connus, d'entreprises qui ont plus de 200 ans d'âge, ou même la plus vieille entreprise, je pense qu'elle a 750 ans. D'une certaine manière, il y a une certaine résilience là-dedans. Donc, on est dans l'hôtellerie. Je crois que la plus ancienne a 500 ans en France pour l'Europe. Et il y a un hôtel au Japon qui a plus de 700 ans. Et il y a des groupes d'entreprises qui se remettent ensemble, sont principalement des entreprises familiales. Et l'élément clé que les patrons de ces entreprises mettent en avant, c'est qu'un, ils sont propriétaires ou actionnaires majoritaires. Donc là, on revient sur la problématique par rapport à l'actionnariat. Généralement, l'actionnaire et le patron, c'est la même personne, donc ce qui est un peu plus facile. Mais ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait d'innover et d'évoluer et de voyager et de travailler sur le long terme. Donc long terme, innovation et évolution, accepter de changer. Il y a une entreprise qui, je pense, faisait de la menuiserie il y a 200 ans et qui aujourd'hui équipe les jets en toutes les boiseries d'art qui se trouvent à l'intérieur des jets. Donc c'est une boîte, à mon avis, qui doit faire 20-30 personnes, mais donc elle passe de la menuiserie limite charpente il y a 200 ans à aujourd'hui équipée des jets. Donc c'est des entreprises qui évoluent et qui voient que leur marché change. Hein. J'ai un exemple assez impressionnant de résilience. C'est un ami à moi qui a une boîte de traiteurs corporate. Donc, il a une grosse boîte qui travaille beaucoup pour les événements corporate. Et lui, il a perdu, je pense que c'est pas loin de 700 000 € de chiffre d'affaires en 24 heures, juste avant le lockdown. Et en moins d'une semaine, il a migré complètement son offre pour produire des plateaux repas avec un traitement. Donc, c'est du great food. Hein, donc, c'est de la nourriture bio, mais sans additifs, sans colorants, sans rien du tout. Ce qu'on appelle great food. Et en fait, c'est emballé sous vide et ça permet de durer 8 à 10 jours de plus que l'aliment frais tel qu'elle est. Donc, maintenant, en fait, il fait de la livraison domicile de plateaux repas faits en great food. Et il a migré, ça lui a mis 5 jours, quoi, pour changer complètement le mode de distribution, le modèle de revenu, le truc. Alors, il n'est pas revenu à 100%, hein, mais j'étais assez impressionné. Je me suis dit, ça, c'est vraiment résilient. Ici, un exemple proche. J'ai lu il y a quelques mois, c'est ma mère qui m'a passé, qui est les mémoires de mon grand-père. Et donc, c'est un petit livre qu'il a fait, c'est des notes de 30-40 pages. Et j'ai été voir la période de la Seconde Guerre mondiale pour voir un petit peu comment ça se passait, pour avoir une vue réelle de quelqu'un qui était à Bruxelles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un des éléments de résilience qui était assez amusant là-dedans, c'est qu'avec 2 amis, ils avaient été louer un champ à l'extérieur de Bruxelles et ils avaient été planter des pommes de terre pour avoir à manger pendant toute la guerre. Et tous les soirs, un des 3 allait surveiller le champ pour être sûr qu'on ne leur volait pas des pommes de terre. Et ils ont fait ça pendant toute la guerre. Et donc, c'est une manière de dire, voilà, il y a un événement, une crise qui arrive, c'est la guerre, je dois passer ce truc-là, comment est-ce que je vais faire? Je vais louer un champ, je vais planter des patates, et je sors de la ville, je ne sais pas s'il y allait à vélo, c'était pas précisé, ou s'il y allait à pied, ils faisaient ces 3-4 kilomètres pour aller surveiller le champ, et ils passaient chacun à leur tour la nuit pour être sûr que personne ne leur vole leurs pommes de terre. Et donc là, c'est au niveau personnel, mais c'est déjà un élément plus loin. Mais écoute, il y a justement, donc donc moi, il y a quelques années, quand j'ai eu mon wake-up call, j'ai arrêté tous les projets sur lesquels j'avais pas l'impression d'être aligné au niveau de ma vision du futur, de ma mission de vie, enfin bref. Et je me suis recentré sur tous des trucs, notamment basés sur la résilience et le change for good et la durabilité. Et donc, on a un projet de quartier où on essaie de réfléchir à des choses. On a fait un réseau social. Ça marche pas très fort. Et même en période de crise, ici, les gens commencent à s'inscrire et à parler un peu, mais c'est vraiment timide. Il y a des amis qui ont acheté 6 hectares de terres agricoles. Et donc, voilà, c'est vraiment comment progressivement adopter une logique de résilience et rentrer progressivement pas à pas dans une démarche, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, toi, Mika, parce qu'on arrive... pardon, Mika, parce que je vois Mika dans le chat. Pascal, pardon. Oui. On arrive doucement à 1h...
et demie de live, allez, 1h40 moins les 20 minutes de tatouillement technique au début. Donc, on va doucement poser le live. Bisous Agnès. Est-ce que tu as éventuellement des conseils pour quelqu'un qui voudrait, bonne nuit, qui voudrait dire voilà, j'ai une entreprise qui n'est pas résiliente, qu'est-ce que je peux faire pour démarrer ce cheminement, en fait, ce processus? Donc, le point de départ, je pense, c'est vraiment c'est une remise en question complète du plan d'affaires. Donc, revoir vraiment tous les tenants aboutissants et en se confrontant à toute une série de scénarios. Des scénarios, comme j'ai dit un peu au début, que ce soit de l'énergie, que ce soit une pandémie, que ce soit des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de changement de produits, et de définir qu'est-ce qui pourrait se faire de manière assez rapide, quel genre de plan pourrait se mettre en place pour justement passer au-dessus et limite apprendre de ces crises avant qu'elles n'arrivent et de voir déjà ce qu'on peut mettre en place. Et donc, c'est vraiment cette approche consciente, ne pas se cacher les yeux, ne pas se dire ça ne peut jamais arriver. C'est dire oui, ça peut arriver. Le tout, c'est de voir quel temps on investit dedans pour préparer toutes ces séries de plans. Après, est-ce que ça débouche sur des investissements? Peut-être que finalement, un investissement A va devenir un A plus ou un A prime parce que je vais dire, mais finalement, je vais quand même tenir compte de ces 2-3 crises potentielles-là. Ça ne va pas coûter forcément beaucoup plus cher, mais au moins, j'en tiens déjà compte. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment une conscientisation et s'ouvrir complètement à ces potentialités de crise qui peuvent arriver à tout moment. Et si je peux en apprendre avant qu'elles arrivent et mettre en place certaines choses, ça permet aussi de se dire, dans les 10 prochaines années, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais les changements que je vais faire ou les investissements que je vais faire, s'ils peuvent tenir compte de certaines crises parce que je les ai listées, parce que j'ai vu l'impact que ça peut avoir, eh ben, je peux en tenir compte déjà dans mes investissements sans prendre trop de risques. Ça peut être simplement en achetant une machine un peu plus petite, finalement en disant, ben voilà, je vais prendre un peu moins de risques là-dessus, mais je vais développer plutôt une deuxième ligne de produits, je vais développer un deuxième canal de distribution, au lieu de dire je vais à fond la caisse. L'exemple simple, c'est de dire, tiens, mais je développe vraiment le home delivery. Pour des restaurateurs, ceux qui ont pensé à faire les deux, même si c'était juste 10% de l'un, 90% de l'autre, ben les 10%, maintenant, ils sont peut-être devenus 30-40 par rapport à quelqu'un qui n'y avait jamais pensé. Et du coup, du jour au lendemain, il se dit, tiens, mais comment est-ce que je vais livrer? Dans quel contenant je vais mettre ça? Et ici, si quelqu'un y avait pensé, ben, du jour au lendemain, il sait chez quel fournisseur aller, à quel prix c'est. Et il se dit, mais voilà, finalement, au lieu de produire plus et de m'acheter une deuxième machine, ben, finalement, je vais faire autre chose qui va être complémentaire. Donc, clairement, anticiper. Voilà, c'est clairement ça. Au plus l'angle est faible et tu peux minimiser l'investissement que tu ferais en temps normal. Alors, Voilà. si tu dois le faire à court terme, ça te coûte vraiment. Donc, dans ce cas-ci, le fait de ne pas attendre est fondamental, en fait. Ouais. Et en fait, tu as 3 approches possibles. Soit tu anticipes, ce que je recommande, soit tu réagis. Et donc, tu t'adaptes. Et c'est ce qu'on a fait pour le coronavirus. On a juste réagi. Donc, on essaie de s'adapter avec ce qu'on a. Que les effets sont pas les mêmes. Alors, voilà justement l'exemple parfait. Anticipation, le système ne se serait pas arrêté, les écoles auraient déjà un plan télétravail, enfin un téléapprentissage, comme les entreprises auraient un plan télétravail, on aurait shifté du jour au lendemain comme ça. Et on n'aurait pas payé les masques 10 fois le prix. Voilà, enfin tout ce genre de choses, clairement, c'est la preuve qu'anticiper, c'est un vrai plus. Ouais, et alors, tu as le troisième cas de figure, c'est essayer de limiter l'impact. Et donc là, on est vraiment dans la robustesse. Et là, c'est des gens qui vont mettre de la redondance. Donc, ils vont rajouter 2 serveurs en plus et tout. Mais après, tu dis, mais pourquoi ce serveur, il servirait pas à autre chose? Au lieu d'avoir justement 2 serveurs au cas où un jour j'en ai besoin, mais finalement, j'ai un serveur qui fait un truc et un autre serveur qui fait autre chose. Et donc, tu as vraiment les 3 réactions possibles, c'est anticiper, réagir et limiter, quoi. Pardon. Aujourd'hui, en fait, les 3/4 des boîtes qui ont un environnement IT clean, ils ont ne fût-ce que déjà un serveur UAT, un staging, un test, un truc pour utiliser la redondance qu'ils ont dans leur processus et simplement avoir un crisis plan qui permettrait à ce moment-là de basculer pour avoir de la redondance si c'est Voilà. peu, quoi. Et en fait, tu es en crise, mais tu t'en fous à ce moment-là de ne pas avoir de backup. Et à ce moment-là, si tu as un système de téléconférence en interne d'une boîte, bah, finalement, tu mets, si tout le monde est à la maison, tous tes serveurs effectivement de pré-production, production et tout, ils peuvent servir à ça.
Et donc, mais il faut avoir le plan, parce que le jour où ça arrive, tu vas pas commencer à essayer de développer le truc. Tu es peut-être parti pour 10 jours d'investigation, quelle solution on peut le faire, comment je dois faire. Si ça c'est prêt, on gagne un temps fou. Comme quoi, en fait, les grandes lignes de la résilience des entreprises sont assez proches des grandes lignes de la résilience des individus, en fait. Oui, tout à fait. Être prêt, réagir à la tête froide. Voilà. Je pense que ce serait rigolo une fois d'avoir parce que mon frère est en train de faire un projet justement de résilience des individus et de la domestique. Et c'est marrant de voir les parallèles du discours, en fait, entre lui qui pense aux individus et aux familles, donc typiquement les gens qui sont en train de vivre ce qu'on vit ici, et comment est-ce qu'on aurait pu être mieux prêt, plus adapté à ça, et de voir les arguments que tu donnes qui sont au final les mêmes choses à l'échelle d'une personne morale au lieu d'une personne physique, mais la connexion est assez évidente. Et moi, ce que j'aime bien dans l'approche de résilience et dans le discours de résilience, c'est que c'est un précurseur où on met le pied à l'étrier à la transition. Et là, on arrive dans la durabilité et on se rend compte que les deux sont quand même assez fortement liés. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que sinon, je pense que je pense qu'on est arrivé au bout du feed. Tout à fait. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, de votre attention. Ah, non, pas de question. Ok, oui, voilà. Ok, je me disais non, quoi, non. Et dans ce cas, je vous souhaite une bonne nuit. Pascal, un grand merci. Avec plaisir. On se voit bientôt. Voilà. Et donc, super. Merci à tous. À mardi prochain. Le thème, ce sera justement dictature numérique, futur politique, surveillance et autres. Et voilà, rendez-vous mardi prochain, 21h. Venez nombreux, amenez du monde. Et donc voilà, salut, à plus. Merci beaucoup. Salut.